Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors, les jardins sont à l'honneur ce jeudi, des jardins bio et écolo grâce aux techniques d'antan qui reviennent à la mode. On en parle avec Isabelle Favé. Bonjour Isabelle. Bonjour. Du centre de formation de Kerliver. Et puis à vos côtés, Charlie Rio. Bonjour Charlie. Bonjour. Donc, vous venez de la Maison de l'Agriculture Biologique du Finistère. Et puisque ce week-end vous organisez donc le rendez-vous jardinier C'est naturel à Anvec. Vous nous parlez de tout ça tout à l'heure. Et puis les jardins bretons à travers l'histoire et cette tradition des jardins remarquables dans notre région. Pour en parler, Tanguy Mona, rédacteur en chef de Bretagne Magazine. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et Bretagne Magazine qui consacre justement ce mois-ci un dossier spécial aux jardins bretons. C'est dans ce Bretagne Magazine. Voilà, on parle jardinage ensemble tout à l'heure. Et puis comme chaque jeudi, Benjamin Bréon est avec nous pour décrypter l'actu des réseaux sociaux. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Pas de jardinage du côté des réseaux cette semaine? Très peu. Bon, on vous retrouve tout à l'heure dans l'Instant Web, mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 19 mai. Et de nouvelles manifestations contre la loi travail ont réuni quelques milliers de contestataires dans les rues finistériennes. Ils étaient 300 à 350 à Quimper. Un cortège d'une vingtaine de voitures et de 200 manifestants à pied déambulaient donc ce jeudi matin. À Morlaix, 200 manifestants étaient dans la rue. Ce jeudi, du côté de Quimperlé, ils étaient 300 à se réunir devant la mairie. À Carré, une centaine de manifestants étaient réunis. Et ils étaient 1 millier dans les rues de Brest pour protester contre la loi El Khomri. À Lorient, le blocage du dépôt pétrolier a continué ce jeudi. Dès 4h30 du matin, dockers, grutiers ou encore salariés de DCNS étaient présents sur le site. Au total, 200 personnes bloquaient les 3 accès du dépôt pétrolier du port de Lorient. Les syndicats ont prévenu que le blocage continuerait tant que la loi travail resterait en l'état. La poursuite de ce mouvement pourrait amener à des problèmes de ravitaillement des pompes à essence. Déjà ce jeudi, de nombreux automobilistes lorientais prenaient leurs précautions comme on le voit sur ces images signées par nos confrères de TB Sud. Et puis la mobilisation continue pour les ATSEM de Brest. Ce mercredi, les assistants scolaires ont décidé de prolonger le mouvement. C'est donc la 5e semaine de grève. Elles n'ont pas obtenu la totalité de leurs revendications. Le maire de Brest, François Cuyandre, a assuré que le remplacement des ATSEM se ferait dès le premier jour en grande section, comme elle le souhaitait. Concernant l'organisation du temps de travail, des réunions auront lieu dès la semaine prochaine. En revanche, pour la prime de 100 €, la réponse reste négative et catégorique du côté de la mairie. Les ATSEM ont annoncé qu'elles pourraient faire grève jusqu'à l'été. Pour François Cuyandre, les conséquences d'une telle grève pourraient affecter les inscriptions de l'année prochaine. On l'écoute au micro de Julie Sicot. Le risque est absolument évident et la liberté de choix dans ce pays existe. Nous sommes en période d'inscription pour l'année scolaire prochaine. Les conséquences, lorsqu'il n'y a plus d'élèves dans une classe ou qu'il y a en dessous du seuil, c'est l'instituteur, enfin le professeur des écoles ou la professeure qui va ailleurs et puis l'ATSEM qui effectivement est appelé à d'autres fonctions. À Châteaulin, les poissons migrateurs ont leur observatoire. Les scientifiques les comptent et le public apprend à les connaître. Camille Pochet a remonté l'Aulne pour trouver ces poissons voyageurs et on la suit. Ils partent de la rade de Brest et remontent le long de l'Aulne. Pendant leur parcours, les poissons migrateurs passent par Châteaulin. Ils franchissent la passe à poissons de l'observatoire aquatique. On peut alors les apercevoir. Alors ici vous êtes sur un site unique en Finistère qui est la combinaison d'une passe à poissons et d'une salle de visualisation. Donc qui dit salle de visualisation dit salle pour observer les poissons migrateurs. Donc c'est un bâtiment qui est immergé dans le canal de Nantes à Brest et qui permet d'observer les poissons. Les visiteurs font connaissance avec les aloses, les lamproies et quelques saumons. Ce jeudi, l'un d'eux est justement dans la passe à poissons. J'aime apprendre de nouvelles choses sur les animaux qui vivent ici. Pour moi, c'est très important. Certains ici se souviennent que dans les années 70, les saumons étaient bien plus nombreux à passer par Châteaulin. On avait descendu de l'Aulne en radeau, il y avait un canot de sécurité à côté. Et le plus marrant, c'est qu'arrivé un peu plus à l'entrée de Châteaulin, on a eu des saumons qui ont sauté sur les radeaux et dans le canot. Et il y avait des pêcheurs à côté qui rouspétaient, ils s'imaginaient qu'on avait gardé les saumons pour nous. Et en fin de compte, les saumons avaient donné un coup de queue et étaient repartis dans le Nol aussitôt. Mais c'était assez marrant de voir que des saumons à cette époque-là
Il y en avait beaucoup et plus que maintenant. Le rôle de l'observatoire, c'est aussi de compter les poissons migrateurs grâce à une caméra installée dans la salle d'observation et reliée à des logiciels de comptage. Objectif, observer l'évolution de ces populations de poissons qui, à Châteaulin, sont toutes des espèces protégées. Dans le Finistère, l'Observatoire aquatique de Châteaulin est le seul endroit qui a une double fonction, à la fois scientifique et pédagogique. Si l'évolution des populations de poissons migrateurs est alarmante, le SMATA prévient un comité de gestion des poissons migrateurs qui peut, par exemple, modifier les quotas de pêche. Saumon, lamproie et autres aloses peuvent remonter tranquillement le courant. Les observateurs veillent au grain. Et si vous aussi vous voulez découvrir l'Observatoire, ce samedi c'est la journée mondiale des poissons migrateurs. Rendez-vous donc à Châteaulin de 10h à 17h pour tout connaître de ces espèces protégées. Quand deux monuments du patrimoine breton se rencontrent, la faïencerie Henriot a réalisé les nouvelles plaques de rue de la ville de Locronan. La pose des plaques vient de s'achever avant la haute saison touristique découverte avec Julie Sicot. La manipulation est délicate. Les nouvelles plaques de rue de Locronan sont en faïence. Fini la signalétique en bois. Les services municipaux terminent la pose de ces créations uniques cette semaine. 45 plaques décorent les murs de la vieille ville, d'une des plus belles cités de France. On a fait ici ce que font les Portugais. Quand vous allez à Sintra, à Lisbonne, les plaques de rue, elles sont en faïence. Pas ici. Et effectivement, ça m'a surpris. C'est pour ça que j'ai proposé cette idée. On marie deux entités anciennes, typiques de la Cornouaille. Sur les plaques, les traditionnelles rosaces colorées de la faïencerie peinte à la main, le blason en l'honneur des tisserands de la ville, et bien sûr le nom des rues en français et en breton, une traduction pointue. Au doublet route, chemin qu'on utilise en français, répond en breton 3 termes. Hen, Karm et Hinkar, qui se réfèrent à des réalités pas exactement les mêmes qu'en français. En fonction de la réalité topographique des lieux, j'ai adapté la forme en breton qui s'impose. Et les plaques juste posées attirent déjà l'œil des touristes, autant de regards portés sur la faïencerie Henriot qui existe depuis le XVIIe siècle et qui traverse non sans difficulté les époques. Nous avons estimé que, étant en responsabilité d'une commune qui attire chaque année 5, 6, 700 000 personnes, donc nous serions un peu les ambassadeurs d'une sauvegarde, si vous voulez, d'un label, quoi. À 250 € la plaque, l'opération est estimée à plus de 11 000 €, mais motus et bouche cousue sur ce partenariat. En tout cas, les deux associés espèrent que l'idée sera reprise par d'autres communes du département. Voilà, et tout de suite place au jardinage avec nos invités. Si vous aimez vous occuper de votre jardin, si vous souhaitez en savoir plus pour jardiner de façon éco-responsable, alors ne manquez pas ce dimanche 22 mai un rendez-vous jardin au naturel. Ça se passe à Anvec au manoir de Kerliver. Et c'est vous, Isabelle Favé, qui êtes à l'initiative de l'événement. Alors est-ce que vous trouvez quand même que les Bretons sont soucieux de jardiner de façon plus écolo depuis les dernières années? Oui, il y a quand même oui, il y a une mouvance, en fait, il y a une évolution en fait, des pratiques pour essayer de respecter un peu plus en fait justement son environnement et avoir des pratiques, des pratiques qui sont en utilisant moins de produits de synthèse, quoi. Alors est-ce que le compost par exemple c'est devenu un peu monnaie courante dans les jardins? Ça l'était peut-être il y a longtemps, oui. C'est quelque chose qui revient? Oui, en fait il y a eu aussi un accompagnement assez important, je pense, de la part des communautés de communes qui ont su en fait sensibiliser chaque habitant. Aujourd'hui on essaie de faire son compost parce qu'on sait qu'on peut le réutiliser derrière, hein, c'est important. C'est intéressé. Voilà, c'est aussi intéressé, oui. C'est qu'on a de la matière fertilisante en fait à proximité sans être obligé d'aller en acheter en fait systématiquement, quoi. Donc, Charlie Rio, vous travaillez à la Maison biologique du Finistère. Vous allez nous donner quelques conseils, astuces pour mieux jardiner, à commencer par le désherbage, où il est parfois tentant d'utiliser des produits chimiques. C'est pas bien du tout. Comment faire pour désherber de façon écolo? En fait, le jardin de demain, il va vraiment changer parce qu'à partir de 2019, il n'y aura plus le droit de vendre et plus le droit d'utiliser de pesticides. Donc les désherbants allés, là, les désherbants gazon, tout ça, c'est fini.
Donc, il va falloir faire autrement. Alors on fait comment, Charlie? Déjà, accepter qu'il y ait des pissenlits dans la pelouse. Accepter qu'il y ait des pâquerettes ou des choses comme ça. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, mais il faut bien se rendre compte que dans le jardin, les éléments sont liés et que si on veut avoir des coccinelles dans le jardin, il faut des pissenlits dans la pelouse. Parce qu'à un moment, on dit que la coccinelle, elle se nourrit de pucerons, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'à un moment, elle se nourrit de nectar de fleurs et de fleurs sauvages. Donc on laisse les fleurs sauvages. Voilà, on en laisse. Après, il faut trouver un équilibre entre les souhaits esthétiques qu'on peut avoir et le côté sauvage, hein, ça reste un jardin, c'est pas une friche. Donc il y a différentes solutions qui permettent. Le gros souci, c'est les allées. Et aujourd'hui, il y a des outils ça a énormément évolué au niveau des outils. Il n'y a pas que la binette, il y a des sarcloirs, il y a des géotextiles, des herbeurs thermiques, il y a des couteaux à désherber, des choses comme ça. En fonction du support qu'on va avoir, on a tout un panel d'outillage qui existe. Puis autant s'y mettre maintenant, parce qu'en 2019, donc, il n'y aura plus de produits chimiques. Donc il faudra. Tant qu'à faire, autant commencer dès maintenant, effectivement. Comment on peut favoriser la biodiversité dans son jardin? On parle beaucoup de biodiversité ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il faut planter, par exemple, comme fleurs? Alors, comme je disais, déjà, si on peut, il faut laisser quelques herbes sauvages, quelques herbes folles. C'est la meilleure des solutions. Après, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les fleurs en pompons, les jolies fleurs en pompons, en fait, ce sont des fausses fleurs et ça n'attire pas du tout les insectes. Et pour favoriser la biodiversité... C'est quoi, par exemple, un exemple de fleur en pompons? Par exemple, si vous prenez un arbuste qui s'appelle le boule de neige, avec des grosses fleurs blancs rosées un peu en pompons, ce sont des fausses fleurs et il n'y a pas du tout d'insectes qui viennent dessus. Alors qu'en fait, le type plus sauvage... La fleur, elle est un peu moins complexe, mais il y a des insectes qui viennent dessus. Si on prend l'exemple de rose, tout simplement, si on prend une jolie rose avec plein de pétales, les insectes, ils n'arrivent pas à aller à l'intérieur. Ce sont des roses qui sont complètement fermées. Alors que si on prend des roses plus simples, plus sur le type sauvage, en fait, on a un petit cœur orangé ou jaune, et puis les pétales qui sont autour. Et là, les insectes, ils réussissent à venir dedans. Et là, on aide à développer la biodiversité dans son jardin. Donc, il faut trouver un équilibre entre le joli et l'utile. Et on peut avoir les deux dans le jardin. En parlant d'utile, si on veut se lancer dans un potager, comment on démarre si on est un peu novice, pour pas se décourager non plus? Un potager, ça demande quand même de l'entretien. On a l'impression que c'est quelque chose, il va falloir aller s'en occuper toutes les semaines. Comment on fait, Charlie? On prend juste quelques petites choses au début Alors, pour commencer, il y a la manière forte ou la manière douce. La douce, Charlie. La douce, en fait, ça demande juste de s'y prendre quelques mois à l'avance. Parce que souvent, on a un carré de pelouse et on veut faire un potager dessus. Ouais. Donc, il y a toujours cette histoire de qu'est-ce que je fais avec l'herbe, est-ce que je retourne, est-ce que je baisse, est-ce que je bêche, est-ce que je bêche pas, ainsi de suite. Donc, une solution qui est toute simple, c'est de couper l'herbe le plus court possible et de mettre du carton dessus. Et le carton va faire un effet désherbant. D'accord. Ça va bloquer la lumière et l'herbe dessous, elle va mourir. Et en mourant, elle va se décomposer et ça va stimuler les petites bestioles qui sont dans le sol, les vers de terre et ainsi de suite. Et eux, ils vont venir commencer à travailler la terre. Donc après, on n'a plus qu'à planter. Quasi. C'est pas magique non plus. Hein. C'est combien de temps avant ça? Le top du top, c'est de commencer à faire ça à l'automne. Et ce sera prêt pour le printemps. Là, on n'a presque plus qu'à planter, quasiment. D'accord. Donc là, c'est pour l'année prochaine, Benjamin, dans votre jardin. Ouais, je me languis. Mais après, on peut aussi faire du potager d'hiver. Hein. Il y a plein de légumes qu'on peut cultiver en hiver. Donc on peut commencer dès maintenant pour que le sol soit prêt pour l'hiver. Des mâches, des épinards, des radis d'hiver, des choses comme ça. Alors Isabelle Favet, pour que jardiner au naturel prenne vraiment un sens, il faut que les jardineries et magasins de bricolage jouent le jeu en arrêtant de vendre dès aujourd'hui des pesticides et des produits toxiques. Vous avez donc mis en place une charte intitulée Jardiner au naturel, ça coule de source. Expliquez-nous un petit peu cette charte. C'est pas l'établissement en fait qui a mis ça en place, mais c'est vrai que c'était donc une initiative. C'est vous qui l'avez porté ici en local, c'est avec l'agriculture biologique. Et le syndicat de bassin aussi de l'Élorne, qui fait partie aussi de ce partenariat. Et donc, ça a accompagné, en fait, dans un premier temps, il y a eu un accompagnement au niveau des magasins pour inciter en fait les vendeurs à conseiller des produits autres que, enfin, en tout cas, les techniques ou produits autres que les produits en fait chimiques. Ouais. Et donc, c'est pour ça que les magasins ont, pour certains, sont partenaires et ont le logo en fait jardiner, ça coule, au naturel, ça coule de source. D'accord.
Et ensuite, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que ça, c'était une première étape. Et donc, la Maison de la Bio, Syndicat de Bassin, les Landes, tout ça, et d'autres partenaires en fait ont accompagné en fait cette démarche au niveau des magasins. Et là, aujourd'hui, il y a les textes de loi qui arrivent et qui vont, du coup, voilà, qui vont dans ce sens-là. De toute façon, maintenant, les distributeurs en fait n'auront plus le choix puisque à partir du 1er janvier 2017, la vente se fera au comptoir ou sous vitrine. Et donc, nous, l'étape qu'on a voulu en fait accompagner avec la Maison de la Bio, c'était de former, d'accompagner les particuliers amateurs de jardin à avoir d'autres pratiques. Comme nous l'expliquait justement Charlie. On n'a plus beaucoup de temps, Isabelle. Je voulais juste que vous me disiez un mot sur les rendez-vous forts de ce 22 mai au manoir de Kerliver à Envec. Donc il y aura des conférences avec des horaires bien précis. Donc ça, on peut les voir en fait sur le site internet de l'établissement. Il y aura des stands avec des démonstrations, réalisation de purins, comment on est vraiment sur de la pratique, sur de l'éducatif. On a voulu faire un événement en fait essentiellement sur de la pédagogie en quelque sorte. Donc on saura faire plein de choses pour être plein de jardinier de façon éco-responsable. Merci à vous deux pour ces bons conseils. Et puis vous l'aurez sûrement déjà remarqué, la Bretagne ne manque pas de superbes jardins où l'on peut se balader tranquillement en découvrant parfois des espèces végétales exotiques. Exemple dans l'Ille-et-Vilaine avec le parc floral de Haute-Bretagne. Visite avec nos confrères de TVR 35. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Au parc botanique de Haute-Bretagne, on trouve plus de 7000 plantes venues du monde entier. Ce jardin de 25 hectares fait partie du château de La Faultière, situé à côté de Fougères. Racheté en 1994 par un particulier, ce passionné de plantes a recréé tout un espace ouvert au public. Depuis un an, Fabien Bévingu l'aide à gérer le parc. Donc ces jardins ont été construits sur des souvenirs de voyage, sur des souvenirs de littérature également. Aucunement besoin d'avoir des compétences botaniques pour apprécier les jardins, il suffit simplement d'avoir ses sens en éveil. La vue, bien évidemment, mais aussi l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et pour entretenir le parc, les 4 jardiniers emploient des méthodes durables, sans pesticides. Aujourd'hui, on est en train de remettre en état le potager. Parce qu'à l'origine, ce jardin, ça c'est la cité antique, c'est un seul jardin. Et au départ, c'était le potager en entier, c'était le potager du château. En tout, 24 jardins thématiques sont répartis sur le domaine. Japonais, zen, préhistorique même, le visiteur voyage et découvre des plantes parfois très rares, comme ce pin de Wollemi, un arbre fossile découvert en Australie il y a près de 20 ans. Mais faire cohabiter ces espèces n'est pas toujours une mince affaire. En général, on choisit des plantes qui supportent le climat breton. Quelquefois, on utilise des espèces un peu plus fragiles, donc on les place dans des endroits un peu plus abrités. Dans ce parcours labyrinthique, le but c'est d'inciter les visiteurs à prendre des chemins de traverse avec parfois de belles surprises à la clé, comme ce jardin secret à l'italienne. Tanguy, vous êtes donc rédacteur en chef à Bretagne Magazine et puis ça tombe bien puisque ce mois-ci vous consacrez un dossier au jardin breton dans Bretagne Mag. Alors à quand remonte cette tradition des beaux jardins? Qu'est-ce qui caractérise ces jardins bretons, Tanguy? Alors l'histoire des jardins bretons, c'est la même que l'histoire des jardins français, c'est-à-dire qu'au départ ça se passe dans les abbayes, il y a des jardins de plantes médicinales, un verger, et puis petit à petit il va y avoir, ça va durer longtemps, il va y avoir la Renaissance, et puis les jardins plus bourgeois où on commence à faire des jardins dans lesquels on se promène. Ouais. Les caractéristiques en revanche des jardins bretons ou du jardin en Bretagne, c'est les explorateurs. Tous les officiers qui revenaient avec leurs bateaux. Donc il y a de l'exotisme. Oui, il y a de l'exotisme. Et un exotisme qui en plus a trouvé une deuxième caractéristique, c'est le climat breton. Qui permet de cultiver vraiment beaucoup d'espèces. On trouve en Bretagne des espèces qui s'épanouissent normalement dans les montagnes au-dessus de Valparaiso ou en Californie. Enfin voilà, il y a vraiment ces deux caractéristiques-là. Alors tout ça sur l'histoire des jardins bretons, on l'apprend dans le dossier avec la rencontre avec je ne sais plus son nom, mais un historien autour de ça qui est passionnant. Et puis dans votre dossier, il y a aussi un focus sur le jardin botanique de Nantes. Tanguy Monard. C'est un peu votre coup de cœur. Pourquoi? C'est un peu notre coup de cœur parce que d'abord c'est un très beau jardin botanique, mais en plus ce qu'on sait peu, c'est que c'est un jardin botanique qui depuis 150 ans est un conservatoire de la flore du massif armoricain. Il y a 1500 espèces du massif armoricain, donc on va dire du socle breton, qui sont conservées
à Nantes, soit sous forme de graines, soit dans le jardin lui-même, en terre, et qui sont distribués. Il y a 6000 sachets de graines qui chaque année partent dans le monde entier, dans les 800 jardins botaniques que compte le monde, et qui sont, alors en plus c'est une démarche entièrement gratuite, hein, c'est pas marchand du tout, mais voilà, les jardins botaniques s'échangent des graines. Et le jardin botanique de Nantes, lui, envoie partout dans le monde des jardins, des espèces qui ont pour particularité de s'épanouir particulièrement en Bretagne, comme l'ajonc, la pimprenelle, le trèfle blanc. Alors, à découvrir si vous êtes de passage en Loire-Atlantique cet été ou n'importe quand, c'est ouvert tout le temps. Et puis enfin, on va terminer là-dessus. Tanguy, Bretagne Magazine se transforme en guide pour l'occasion et nous emmène un petit peu, nous livre toutes les infos pratiques pour se balader dans les jardins cet été. Vos coups de cœur là-dessus, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Alors, il y en a beaucoup, hein. On a un guide avec une centaine de jardins à visiter, un agenda aussi. Dans les coups de cœur, on a ce qui se passe à Daoulas, hein. C'est de l'actualité, voilà, les arbres médicinaux, donc c'est une nouveauté, il faut y aller. Il y a Lieu Mouvant, cette manifestation qui se passe en Centre-Bretagne, où des artistes viennent dans des jardins créer ou rencontrer leur public. Il y a évidemment... c'est un coup de cœur de la rédaction de Bretagne Magazine, mais depuis longtemps c'est le jardin de la Roche-Jagu, qu'on adore pour le site et pour le jardin. Merci. Puis pour le reste, il faut aller voir Bretagne Magazine, de toute façon, parce qu'on n'a pas le temps de tout vous dire, et puis tout est dedans. Merci beaucoup. Donc Bretagne Magazine dans les kiosques, chez vos marchands de journaux, et on n'y parle pas que de jardin, bien sûr. Et tout de suite, on retrouve Benjamin Bréon dans l'Instant Web. Benjamin, vous avez encore trouvé une qualité exceptionnelle au breton. Pas qu'au jardin breton, au breton tout court. Tout court, c'est ça, vous n'avez pas pu passer à côté de l'énorme polémique à propos des jetés, là, ce monument que le monde entier envie aux Brestois. Alors à l'origine, à la base, c'est Éric Brunet, animateur sur RMC, qui l'a lancé en faisant, via des votes du public, le bâtiment le plus moche de France. Bon, très bien. C'est pas tout à fait comme si l'avis d'un type qui a jamais mis les pieds ici nous intéressait. Et puis, à vrai dire, ses pieds, il les a toujours pas mis, puisqu'il avait dit qu'il viendrait. Il a avancé l'excuse de perturbation à Orly. Il a été repris de volée par les aéroports de Paris eux-mêmes, qui ont sur Twitter signalé qu'il n'y avait aucune perturbation notable et gentiment qui restait à leur disposition. Bon, peu importe, ce que ça confirme surtout, c'est que vous mettez Brest ou Bretagne dans n'importe quelle question soumise au vote du public et vous gagnez quasiment à chaque fois. Il y aurait un championnat du monde du chauvinisme, on serait tête de série. Ouais, mais alors là, c'était quand même négatif. Ouais, mais peu importe, tant qu'on parle de nous pour signaler une singularité, on est content. Si vous inscrivez Brest au concours du plus joli village de France, vous avez toutes les chances de gagner. Si vous mettez Steven Leroy au concours de Miss France, pareil. Ça marche aussi. J'ai fait une petite recherche sur Twitter avec Bretagne et plus beau pays du monde, en me disant quand même pas, paf, il y a des résultats par dizaines. Alors que bizarrement, j'ai fait la même recherche avec Breton et Modeste, et bizarrement, ça marche beaucoup moins. Alors, vous voulez nous dire que le breton manque un petit peu de recul sur les... Pas du tout, malheureuse, pas du tout. D'abord parce que j'ai pas du tout envie de devoir m'exiler dans la banlieue de Moscou, genre en Normandie ou en Vendée, ou je ne sais où. D'ailleurs, j'ai aussi cherché Bretagne ou breton et puis chauvin. Et ça ressort tout le temps et ce sont les Bretons qui le revendiquent. C'est comme la météo, hein, le côté 50 nuances de gris. Ça va quand c'est nous qui en parlons. C'est notre côté sadomaso. Alors que si c'est un Parisien qui en parle, tout de suite, c'est une déclaration de guerre. Non, là où on est vraiment les plus forts, c'est dans le micro-chauvinisme. Je prends un exemple, sur Facebook, il y a plein de groupes. Tu es de Bretagne, si, et après, ça recense généralement des clichés les plus éculés, genre la pluie qui ne mouille que les cons, la capacité à boire 3 litres de chouchen sans perdre son chaperon, etc., etc. Bon, mais ils regroupent chacun que quelques centaines de membres, en fait, alors que le Tu es de Brest, si, paf, 18 000 membres, quasiment un Brestois sur 10. Alors ce que je me dis, c'est allons plus loin, créons des sous-groupes. T'es de la rue du Mont-Frugier à Quimper, si. Tu es de Kérazéas à Rumingol, si. Tu es de la 2e chambre à droite dans l'appart du 4e au 37 rue Mimimati à Saint-Martin-des-Champs, si. À la fin, on sera tous seuls membres de nos propres groupes. On appellera ça des comptes perso et on pourra discuter entre nous. Je pense que c'est un super concept. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Super idée, Benjamin. Merci beaucoup. Et tout de suite, on termine avec le Focus Programme. Et ce vendredi à 19h sur TBO, ne manquez pas un rendez-vous culinaire un petit peu spécial. Petit extrait de charcuterie gourmande.
Même pour la fête des mères, le vendredi à 19h, c'est l'heure de retrouver sur TBO et sur TB Sud, bien dans votre assiette, avec cette semaine, 2 charcutières qui ont du cœur. Isabelle qui nous prépare une brunoise de joue de porc avec sa mousseline de petits pois. Élodie. Et le gounis-du. Voilà, ça on vous ça. C'est pas un secret, mais presque. Oui. Ouais, vous allez savoir le secret. Voilà, au revoir à tout le monde. Et puis n'oubliez pas ce week-end, bonne fête, maman. Allez, tous en chœur. Bonne fête, maman. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.